C'est à vous. Alors on attend 5 minutes. Parce que je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une annonce. On va attendre encore 2 minutes.
Bah, viens là où il y a Patrick. C'est que le numérique, c'est pas son truc. Et qu'il va y avoir un gros challenge là pour réussir à lui faire utiliser un outil de visioconférence. Maman, va falloir s'accrocher. Donc, c'est ça aussi notre métier, c'est se mettre dans les pompes de l'utilisateur à qui on va fournir la solution. C'est aller sur le terrain, c'est discuter avec eux, et c'est mieux comprendre ce dont ils ont besoin. Parce que nous, on n'a pas envie d'imaginer les choses pour eux. Si on veut être en capacité de leur proposer ce qui est utile et juste utile, il faut vraiment qu'on entende leur voix et qu'on comprenne ce dont ils ont besoin. Donc c'est ce qu'on fait avec Denise. Donc dans un premier temps, on va regarder une interface type de vidéoconférence. J'ai trouvé ça sur Internet, je ne vous le cache pas. Et c'est un petit peu ce à quoi on a été confrontés. Nous, on a vécu le confinement, on a passé du temps sur Zoom, etc., Teams et tout. Et donc, on n'est pas trop... on est habitué, quoi. Il y a les pictos en bas qui indiquent qu'on peut couper le son, allumer sa webcam, partager son écran. J'ai un chat qui a l'air plutôt facile d'utilisation. Il y a des boutons, je ne sais pas à quoi ils servent, mais moi, je suis assez à l'aise pour être aventureuse et me dire, je vais cliquer, au pire, je verrai bien ce que ça fait. Voilà. Moi, cette interface, elle me plaît. Mais alors, si je mets Denise devant cette interface, je pense qu'elle panique. Ça ne va pas le faire du tout. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui me semble être des symboles accessibles, épurés, jolis, pour comprendre que je dois allumer ma webcam, éteindre mon micro, etc., ça, Denise, elle ne va rien comprendre. Pour elle, ça n'a aucun sens. C'est des codes auxquels elle n'est jamais confrontée. Cette iconographie, elle ne la connaît pas et elle ne va pas réussir à déchiffrer aussi facilement que nous. Autre paramètre, souvenez-vous du Sagem de ma grand-mère, là, son téléphone, elle n'arrive pas à écrire un texto dessus. Bon, ok, c'était du T9, mais là, pour écrire dans le chat, j'ai de sérieux doutes que ça se passe bien pour elle. Et le dernier facteur que je n'ai pas vraiment entouré sur ma slide, mais qui est important, c'est la notion de parler avec plusieurs personnes en même temps. Là, en l'occurrence, le fait de converser avec plusieurs membres de la famille qui soient à des endroits différents, avec les aléas de connexion, etc. Enfin, je pense que la charge cognitive pour ma grand-mère serait trop importante et ça la rendrait complètement muette. Elle serait là en train de regarder les gens presque se parler entre eux et elle serait dépassée par ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on peut faire pour rendre tout ça accessible à ma grand-mère ? La réponse, en l'occurrence, ça va être de scotcher tout ça et de faire du less is more, hein. Parce que moins c'est plus et moins c'est mieux. Et c'est comme ça qu'on va réussir à rendre l'interface fluide et agréable pour ma grand-mère. Donc, la première étape, comment on s'y prend ? On réalise déjà, moi je fais des petits croquis, ce qu'on appelle des maquettes fonctionnelles ou des wireframes en anglais. La première chose que je me dis, c'est OK, va falloir créer une interface épurée pour mamie. Donc, ce moment de wireframing, de maquette fonctionnelle, je ne me focus que sur les fonctionnalités. À aucun moment, je cherche à faire du joli. Là, je veux comprendre son parcours, quelles vont être ses interactions, qu'est-ce qui va se passer à quel moment pour elle, où vont être ses difficultés, ses points de friction. Et je vais du coup maqueter ça en petits croquis noir et blanc pour déjà comprendre où je vais et qu'est-ce qui va se passer. Donc, on maquette, on imagine une première page d'accueil pour représenter le répertoire de Denise. Ensuite, on essaye de se mettre dans plusieurs moments différents au niveau de son expérience. Qu'est-ce qui se passe, à quoi ça ressemble quand elle reçoit un appel, quels sont les mots qu'on lui dit, comment ça va se passer, la taille des boutons, des choses comme ça. Après, on essaye de voir comment gérer la communication en cours. Et on va même jusqu'à réfléchir à passer de l'autre côté du miroir.
comment ça va se passer si c'est moi qui appelle ma grand-mère? Quelle va être mon interface? Je ne vais pas avoir la même chose que Denise. C'est même des opportunités de se mettre dans les pompes de l'autre interlocuteur et de se dire « Ah bah super, c'est peut-être lui qui pourra faire les réglages pour Denise, augmenter son son, la luminosité, grossir les caractères, des choses qu'elle sera absolument pas capable de faire toute seule. » Parce que là, si on revient sur l'interface, la seule chose que ma grand-mère va avoir envie de faire, déjà, il va falloir lui expliquer qu'un écran, c'est tactile. Et ben, elle va dire oui ou non pour répondre à sa communication à Jonathan. Et je pense même que ce n'est pas elle qui raccrochera, mais que ce sera son interlocuteur qui le fera. Donc, on simplifie au max. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on est bien d'accord sur quelles sont les fonctionnalités qu'on va laisser à Denise, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, etc., et ben on passe à la mise en beauté pour mieux signifier les codes. Donc là, on a un répertoire de Denise avec des zones de clic énormes parce qu'elle tremble un peu, mamie, donc pour qu'elle puisse cliquer plus facilement. On est sur des symboles très simples. L'unique symbole, c'est pour lui dire qu'elle peut téléphoner, voilà, à son fils, son petit-fils, etc. On voit réfléchir à ces autres écrans, bien matérialiser ces moments d'appel, de réception d'appel. Et voilà, on a fait le tour. Et on a du coup, là on n'a que 3 écrans, mais nous on serait allé au bout du parcours et on aurait imaginé absolument tous ces moments dans l'interaction de Denise. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, nous, on a émis des hypothèses, on a créé ces écrans, et notre étape d'après, ça va être de lancer tout ça auprès des développeurs pour qu'ils puissent réaliser la solution, mais ça ne s'arrêtera pas là. Ça va être hyper important pour nous d'aller au contact de seniors comme Denise pour prendre leur retour et comprendre encore mieux où sont leurs difficultés, si ça leur convient aujourd'hui, réussir à les faire parler pour comprendre ce qu'on peut améliorer et continuer à améliorer dans cette solution. Voilà. Donc, Exteliante, le digital au service de l'utile. De l'utile, oui, mais pour qui? Donc, je vous disais, pour des clients variés. On a des industriels, on a des startups, on a des gens du monde de la santé. Je passe mon temps à m'adresser à des clients qui n'ont rien à voir les uns les autres et qui ont des besoins toujours différents. Et c'est dans cet environnement-là, du coup, que j'exerce mon activité. Pour exemple, voilà le genre d'endroit où je fais du design. Ça change un peu de l'image qu'on a du designer. Voilà, c'est une usine, c'est une fonderie d'aluminium. Et ce que vous voyez là sur le côté, c'est un four avec de l'aluminium en fusion et qui est en train de fabriquer des alliages. Eh bien, nous, on se retrouve dans cet environnement-là parce qu'il y a une souffrance auprès des conducteurs de four qui ont du mal. Il faut se dire qu'un alliage, ça peut mettre 12 heures à être réalisé. Donc, il y a plusieurs équipes qui y passent. Et ces conducteurs ont du mal à suivre la recette de l'alliage de A à Z parce qu'il y a des transmissions, il y a des choses comme ça, c'est compliqué. Donc nous, on arrive ici, on prend en compte cet environnement hyper hostile où il y a des mecs qui roulent en Fenwick très vite, faut pas marcher partout, c'est très balisé. Enfin, c'est des codes à part entière qu'on ne peut pas deviner si on n'a jamais mis les pieds dans un endroit comme ça. Et on va aller discuter avec les conducteurs de four pour comprendre où est-ce qu'on doit installer la tablette ou la montre connectée ou l'ordinateur qui leur permettra de mieux suivre les opérations. Quelles sont les fonctionnalités dont ils ont réellement besoin. Voilà, c'est le genre de contexte où on va faire ça et où du coup, on estime que cette mission est réussie quand c'est après une mise en place, qu'on constate qu'il y a un allègement de la charge mentale des conducteurs de four. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, ils pourront mieux opérer leur travail, qu'ils auront moins de facteurs d'erreur et qu'ils auront des produits de meilleure qualité à la fin. Donc, c'est aussi autant pour les conducteurs de four que pour les performances de l'entreprise qu'on vient mettre en place ce type d'action. Autre domaine, mais qui n'a rien à voir, on parle de la santé. Et là, je vais vous parler d'un projet qui n'est pas encore sorti et qui arrive prochainement. C'est l'application MyDéfi. On a été consulté du coup par 2 addictologues du CHU de Nîmes et de Montpellier qui sont venus nous voir du coup pour nous dire nous on a une façon d'accompagner les gens en alcoolodépendance et on remarque que ça fait du bien, que ça fonctionne dans nos séances. Mais aujourd'hui, il y a un constat en France, c'est qu'on manque de capacité pour accueillir, pour traiter correctement et pour accompagner ces personnes qui sont malades d'alcoolodépendance. Donc, on aimerait faire quelque chose et créer une application qui viendrait un peu soulager tout ça.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en commun un savoir en médecine et en addictologie et les compétences qu'on a chez Exteliant en sciences cognitives et en ergonomie des interfaces pour venir et créer du coup cette application MyDefi. Ce qui est intéressant, quand je vous parlais des codes, des couleurs, ce que ça induit, par exemple, du rouge dans l'application de MyDefi, vous n'en trouverez jamais. On refuse de culpabiliser l'utilisateur. On est dans une démarche de renforcement positif et notre but, dans la façon dont on a construit l'application, le design, l'apparence et les messages qu'on délivre, c'est de créer l'envie en lui d'arrêter l'alcool et de ne pas en faire une injonction qu'une application lui aura donnée. Il faut que ça vienne de lui et ça aura un effet puissant sur l'effet thérapeutique ensuite pour l'utilisateur. Voilà pour MyDefi. Donc, chez Exteliant, on fait du design numérique. Alors moi, je vous ai parlé de ce que je faisais, l'UI UX, mais en fait, pour que les projets que je vous ai montrés puissent aboutir, il y a d'autres compétences. Il y a du design de stratégie pour aider les gens à faire leur roadmap, à comprendre où ils vont aller avec leurs produits, comment le faire vivre dans le temps. Et la finalité, c'est qu'on fournit quelque chose de réel, donc on le fait développer. Donc on a une équipe de développeurs qui s'occupe de ça. Et c'est du coup, moi, je dois jongler entre... je suis vraiment entre les deux, quoi. Donc je dois jongler avec ce qui se fait en design stratégique et être en capacité de transmettre, de faire comprendre le mieux du monde aux développeurs à quoi doit ressembler la solution finale pour que tout ça soit possible. Et c'est pour ça que mon métier est trop bien. Donc voilà, j'aimerais terminer sur cette citation qu'on aime beaucoup avec Patrick. L'essence d'un projet, c'est l'harmonie parfaite entre l'esthétique, l'utile et le juste. Donc, je vous remercie pour votre attention et je fais un gros bisou à ma mamie. Et je demandais à Patrick de me rejoindre si vous avez des questions. Questions ? C'est à vous. Après, c'était peut-être super clair, mais je... Oui. On a l'impression qu'en fait, il y a presque plus de travail en amont qu'au développement de l'application. Comment est séquencé le temps ? J'aurais tendance à dire que c'est assez variable, effectivement. En fait, plus on va faire de recherche, plus on va gagner du temps sur le développement, parce qu'on sera sûr qu'on ne se trompera pas ou moins dans ce qu'on va créer. Donc je pense que ça s'équilibre en fait. Faire beaucoup de recherche, on peut avoir l'impression que ça fait perdre du temps, mais ça en fera gagner au final dans le second temps, dans le moment du développement. Et le développement peut prendre le temps qu'il prend en fonction de la complexité de l'interface, des fonctionnalités qu'on imagine. Et ça, c'est un peu dur à quantifier. C'est assez différent d'un projet à un autre, selon moi. Ouais, en fait, la proportion, elle est dure. Ça dépend des contextes. Mais plus on met de l'effort en amont, plus on garantit que le résultat espéré va être en adéquation avec les attentes de nos clients. Et c'est cette partie-là qu'il ne faut vraiment pas louper, parce que si on loupe la partie... Il y a trois composantes. La partie stratégique, si on la loupe, c'est qu'on ne va pas savoir où on va aller, donc on ne va pas aller au bon endroit. Si on loupe la partie parcours utilisateur, interface, etc., on n'aura pas le service qui sera rendu correctement. Donc en fait, ces éléments-là sont des fois souvent un peu oubliés. On dit on développe, et on y va. On développe quoi et pourquoi ? Pour servir quoi ? Dans quelle orientation ? Et c'est ça qui est important. Donc, la proportion est difficile. Ce qui est certain, c'est que la phase amont, elle est indispensable. Voilà. Je rebondis un peu. Comment vous calmez les clients qui sont pressés et qui veulent brûler les étapes ? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée, mais tout à fait réaliste. Et d'ailleurs, je vais essayer de tourner la question un petit peu différemment. C'est par exemple, on vous a parlé de less is more. Less is more, vous avez entendu ? Moins c'est mieux, moins c'est plus. Et typiquement, ça c'est une philosophie que les clients entendent très bien quand on est en phase de construction du projet avant qu'ils aient signé un contrat avec nous. Ils se disent moins c'est plus, mais ils se disent surtout moins c'est moins cher. Ils ont raison. Mais quand on est dans la phase de co-construction, ils vont avoir tendance
à sortir du cadre Less is more. D'ailleurs, on essaie de leur rappeler, attention, moins c'est mieux, moins c'est plus, et des fois ils oublient. Et ils ont tendance des fois à pousser vraiment le bouchon très loin. Et j'ai un cas d'un client où on avait découpé une application sur des modules avec un prix en face, ce que ça allait leur coûter, et la valeur que ça allait apporter. Et parmi tous ces modules, j'ai un des modules où je ne comprends pas la valeur. Alors peut-être que je ne la comprends pas, mais mes équipes non plus ne comprennent pas. Et mon client face à moi, il me dit, et je lui dis, on ne le fait pas, on le fera plus tard, etc. Il me dit, non, moi c'est important pour moi, et ce important pour moi, je ne comprends pas pourquoi c'est important, je ne vois pas la valeur que ça va apporter. J'insiste, il insiste, et là c'est là la difficulté, et à un moment donné, il me dit, bah, Patrick, tu sais pas faire. Tu sais pas faire, ou tu veux pas faire, ou ça t'embête, etc. Et je lui dis, bah, non, si, je sais faire, mais je pense que ça sert à rien. Il m'a dit, moi je veux quand même le mettre. On présente le plan de projet à son patron, tac, 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 on découle les modules, les valeurs, le prix. Arrivé au dernier module, le patron lui dit, vas-y, Eric, je peux le citer Eric, je ne vais pas citer la boîte, explique-moi un peu plus la valeur de ce module. Il lui réexplique la même chose qu'il m'a expliqué à moi, et son patron, il est aussi brillant que moi, il ne comprend pas. Et il me demande, finalement, Monsieur Torrent, est-ce que c'est important de le faire tout de suite, ou est-ce qu'on pourrait le faire plus tard? Je dis, oui, tout à fait, on peut le faire plus tard. Donc du coup, lui, il a décidé, il a dit non, on ne le fait pas, et du coup, on est parti sur cette application. C'est une application qu'on a maintenue pendant une bonne dizaine d'années, qu'on a fait évoluer, on a apporté beaucoup de choses, et ce module n'a jamais vu l'existence. Donc on a bien fait de ne pas le faire. Et c'est ça, nous, en plus, on disait on fait moins, donc finalement, on avait moins de budget pour nous, mais dans le temps, en fait, on a accompagné notre client sur la valeur qu'on était capable de lui apporter. Et c'est ça qui est important. Et la question, comment on fait? On se bat avec nos clients, on essaye de les convaincre. Des fois, on n'y arrive pas, des fois, on y arrive. Il y a un sujet qui revient en permanence, c'est le sujet des notifications, qui est un sujet sur votre téléphone. Vous pouvez avoir des notifications, mais toute la journée. Et si vous n'avez pas d'action derrière, ça ne sert à rien. Donc ça, on se bat avec nos clients là-dessus. Et on a envie d'avoir une notification parce que c'est un sujet qu'on voit tous les jours. Donc on a envie d'avoir la même chose que les applications qu'on utilise au quotidien, dans un contexte personnel, qui sont souvent gratuits. Vous êtes principalement sur le design numérique, de solutions numériques. On a vu dans vos slides, il y avait des choses comme ça. Et pas sur ces choses-là, parce que c'est une question. Oui. Parce que globalement, l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, on peut l'appliquer aussi à des choses palpables. Oui, c'est des choses qui sont possibles et qui s'appliquent aussi au domaine de l'UX design. Mais là, en l'occurrence, nous, on est sur une spécialisation de l'UX design dans le cadre du numérique. Mais l'UX design touche à beaucoup de choses. Moi, je me suis vue travailler sur gérer les flux dans les urgences à Saint-Étienne ou des choses comme ça. Travailler sur des produits physiques, robots cuiseurs. C'est pluriel la façon dont on peut gérer et penser l'expérience. Mais là, dans le cas d'Exteliant, on est vraiment sur du digital. Pour rebondir sur ce que vous me demandiez, quand on parle d'expérience utilisateur, on va parler d'une expérience. En fait, Oui, parce qu'on ne vous entend pas. Ça ira mieux. okay. Alors. Waouh. Ah là, j'adore ça. Quand vous parlez d'expérience utilisateur, on parle d'expérience, pourquoi? Parce qu'en fait, ça devient décorrélé de la solution en elle-même. L'expérience, c'est plus que on vit en tant qu'humain. On va vivre un instant de vie avec un produit, une marque, etc. Et finalement, là-dedans, le dispositif digital va venir s'inscrire, potentiellement. Mais comme vous voyez, là, sur les chantiers, avec l'aluminium, etc., potentiellement, il peut y avoir des enjeux plutôt physiques, où on va devoir penser des interfaces. Mais en fait, on se replace dans l'humain et on essaie de voir quel est le dispositif de solution qu'on va mettre à disposition. Le numérique ne fait que partie de ces dispositifs potentiels. Voilà. On est bon. On est bon. Ouais. On peut prendre des questions encore.
Alors, ça arrive qu'il y ait des petits schémas, ouais. Non, alors moi j'ai la chance dans mon parcours avant ça d'avoir fait un peu de développement. Donc je ne suis pas du tout au niveau des développeurs qu'on a, mais j'ai, on va dire, une culture générale du dev. Et c'est pour ça que je suis designer dans un contexte digital. Mais au quotidien, c'est un apprentissage de tous les jours en fait. De se rendre compte que là, il me dit, t'as fait une modale, mais tu l'as dessinée, elle est super. Ce serait trop une expérience géniale pour l'utilisateur. Mais techniquement, ton truc, il va peser 3 tonnes, ça va pas s'ouvrir, et là, elle va pas rouler. Et donc, en fait, on apprend comme ça tous les jours, et c'est du travail pas à pas. Où, quand j'ai fini ma partie de maquette fonctionnelle en noir et blanc, avant de chercher à mettre quoi que ce soit en couleur, etc., je vais d'abord aller présenter, détailler finement chaque interaction dans chaque écran. Et là, les développeurs vont commencer à se projeter, à échanger quelques petits mots en disant « ouais, on va voir ça comme ça, nana ». Alors là, je décroche, je dis « ok ». Et ils vont me dire « oui, ok, on le fait comme ça ». Ou ils vont me dire « là, ce serait super, mais techniquement, on aurait des difficultés parce que ça pourrait entraver sur d'autres fonctionnalités ou des choses comme ça. » Et du coup, on va chercher ensemble à trouver l'équilibre. Et c'est beaucoup de communication, en fait. Ouais, ça, c'est au quotidien. On fait ça avec les développeurs quand on est sur un projet. Et en amont du projet, on leur explique toujours, en fait, on passe du temps pour lancer un projet, c'est-à-dire pourquoi on le fait, et à quoi il sert, et à quoi il va servir pour le compte de notre client, et aussi dans quel contexte ça va se passer. C'est pas pareil de faire dans un industriel qui fabrique de l'aluminium, de faire une interface tactile où il va y avoir quelques interactions, que de faire une application à destination du grand public pour des gens qui souffrent d'alcoolodépendance. Ou c'est encore pas pareil de faire une application de gestion qui va permettre de piloter des dossiers de financement. Voilà. Et donc tout ça, on l'explique en amont, et après au quotidien, c'est la confrontation que Claire vit avec l'équipe pour savoir ce qu'on pense, la difficulté et la faisabilité de réalisation des fonctionnalités. Ah, une autre question. Alors moi, j'ai fait un master en UX design à l'ESD de Lyon. Mais avant ça, moi, j'ai un parcours un peu... j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait aussi que l'UX m'a beaucoup parlé. C'est que j'ai commencé ma carrière... moi, j'étais technicienne offset. Ça veut dire que je travaillais en imprimerie. J'ai fait mon BEP là-dedans. Et après, je suis passée de l'autre côté où j'ai commencé à faire un peu d'infographie. Puis, j'ai fait du dev web. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui... j'aime créer des applications métiers, c'est parce que j'ai moi-même été ouvrière sur une grosse machine dans des conditions difficiles. C'est ce qu'on appelle l'offset, c'est l'imprimerie de labeur. Hein. C'est vraiment, c'est un sacré délire. Et donc du coup, c'est ça aussi qui a fait que j'ai pu intégrer ce master en ayant fait juste un peu de dev avant et en n'ayant pas un cursus où j'ai fait une mana ou des choses comme ça, des choses plus poussées. C'est parce qu'il y a un vécu et il y a un background, et je pense que c'est des choses qui sont prises en compte dans la discipline de l'UX design. C'est d'être allé voir un peu partout et d'avoir une empathie et une conscience de ce qui se passe dans d'autres domaines. Voilà. Moi, je pense que ça fait un moment, au final, que des gens s'y penchent. Patrick, en fait, en faisait déjà avant que je rejoigne l'agence. C'est juste qu'on n'avait pas les mots. Enfin, et déjà, moi, je trouve ça un peu... le fait qu'on parle que en termes anglais, UX, UI, c'est que le début. Enfin, c'est en train d'arriver, on en parle de plus en plus et c'est chouette. Mais en fait, il y a des gens qui font ça depuis bien plus longtemps et qui ne mettaient pas les termes là-dessus. Et qui parlaient de stratégie, d'usage, qui étaient déjà là-dedans. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises quand même qui se réveillent vis-à-vis de ça et qui réalisent qu'il y a un intérêt financier de plus penser en amont leurs interfaces et de ne pas lancer des armadas de dev la tête baissée.
Et ils se sont dit, peut-être des sous à se faire là, qu'est-ce que c'est? Et du coup, voilà, ça a lancé, motivé les écoles qui ont ouvert de plus en plus de formations. Et c'est pour ça que je pense que ça prend un essor un peu plus important ces dernières années. Alors moi, comme ça fait 25 ans que je suis un tout petit peu plus vieux, hein, comme ça fait 25 ans que je suis dans le numérique, tout petit peu. Le côté UX/UI, on n'en parlait pas dans les années, tout début des années 2000. Par contre, on parlait beaucoup d'ergonomie. Ouais, c'est Mais ça. on n'avait pas tous les termes, tous les mots. Après, on a un métier, dans le numérique, c'est un métier formidable parce qu'on est sans arrêt en train d'inventer des mots et des concepts, etc. Des fois, il y a des trucs très vaseux, hein, on va pas se mentir, ou des choses qui, on a l'impression que c'est un gros progrès, mais non, il n'y en a pas énormément. Donc l'ergonomie a toujours existé. Après, il y a eu des choses qui ont quand même bouleversé les applications. Avant, on faisait des applications qui s'installaient sur des ordinateurs. On mettait un DVD dans l'ordinateur qui s'installait. Ça a changé. Et il y a un grand tournant quand même qui s'est fait. C'est 2007, l'arrivée du smartphone d'Apple, qui a quand même pris en considération la facilité d'usage. Et d'ailleurs, la présentation de la sortie de cet appareil, c'était pas de dire c'est un téléphone, c'est j'ai cet appareil, j'ai 1000 contacts, j'ai 1000 titres de chansons, je peux aller sur Internet et en plus je peux téléphoner. Voilà, c'est comme ça qu'il a été présenté cet appareil. Et donc du coup, les effets de facilité d'usage ont été une préoccupation de plus en plus grande et l'industrie a suivi parce qu'on a vu qu'il y avait tout un intérêt que développer des applications c'est bien, mais si elles ne sont pas utilisées, elles ne sont pas utiles, bah, ça ne sert à rien. Voilà. On revient à l'utile, ce qui fait du sens aujourd'hui. Voilà. Vous avez parlé de votre démarche de relation avec vos clients qui ont des attentes, des besoins, qui vous les soumettent pour que vous fassiez une application. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des applications où là vous vous êtes dit, tiens, on pourrait mettre notre grain de sel là-dedans pour la rendre justement un peu plus fonctionnelle, un peu plus lisible, mieux à l'utilisation. Est-ce que ça, c'est une démarche que vous pourriez avoir ou que vous avez déjà eu? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Moi, je peux répondre. Ouais, vas-y. J'ai compris la question. En fait, moi, dans l'usage quotidien d'applications, il y a plein de fois, je me dis mais ça, c'est pas utilisable, j'aime pas, etc. Donc c'est pas un esprit critique parce que je me dis c'est trop compliqué, j'y arrive pas, je mets 4 clics, il y a trop de trucs, alors que moi j'ai besoin d'une fonctionnalité. Donc ça, c'est vrai que j'ai un regard très critique là-dessus. Après, je ne vais pas aller chercher l'entreprise pour aller lui dire, écoutez, monsieur, c'est pas dans notre démarche en tout cas de conquête de clients. Voilà. Ben après, si quelqu'un vient auprès de nous et nous présenter son application, on est tout à fait en mesure de faire un audit en fait. Et là, je suis capable, j'aurais plein de choses à dire peut-être ou pas. Enfin, mais mais tout est toujours perfectible. C'est ça aussi. Hein, ouais. C'est tout bon? Ah. Oui. Et je me demandais les recherches, par exemple, de couleurs, typographie, comment vous faites vos recherches pour renvoyer les personnages aux utilisateurs qui vont utiliser cette application? Alors déjà, on a une connaissance d'une certaine forme de... Il y a des codes qui sont là et qui sont immuables. Le fait que le rouge va créer du stress ou faire apparaître à l'écran qu'il y a une situation qui n'est pas bonne. Donc, il y a un certain nombre de codes qu'on connaît. Et après, c'est ça aussi qui va évoluer dans le temps. C'est que là, on a émis des hypothèses sur ce que nous, notre savoir qu'on avait, et en co-conception, du coup, avec les médecins en addictologie. Et on n'a pas l'envie de dire qu'on est sûr que ça va fonctionner. On fait du mieux en espérant que ça va fonctionner. Mais après, là, on part dans une quête de plusieurs mois, plusieurs années. On va aller en fait prendre contact directement avec les utilisateurs, avec ces populations, pour les sonder et comprendre leurs ressentis, mieux comprendre leurs émotions, et être en capacité de se dire
ok, là en fait on était peut-être passé à côté de quelque chose, mais ça les stressait ou ça les mettait pas bien, on va retirer cette couleur, changer cette couleur, changer ce picto, et en fait c'est de l'évolution qui se fait dans le temps. Voilà. Et il y a des codes qui sont vrais dans des contextes, mais qui sont faux dans d'autres. Par exemple, la couleur, justement, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, oui, non, je prends, je donne mon don, ou pas, sur le TPE, où le vert est rouge, en fait, est utilisé vert, je valide, rouge, je refuse. Voilà, ça, c'est un code couleur. Alors que, justement, dans les applications où on est là, où on ne veut pas culpabiliser les gens, ben, le vert est le rouge, en tout cas, on va le bannir absolument, parce que le rouge, c'est refusé, c'est pas bien. Donc là, c'est pas adapté au contexte d'usage par rapport à la problématique concerne. Voilà. Donc il y a des codes, et en fait, les codes, il faut les adapter en fonction du cas d'usage, du contexte, des profils qui vont utiliser le service. C'est tout bon. On est là-bas, hein, donc vous pouvez nous voir.